Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver encore une fois pour votre émission, le magazine des sports sur Faso TV. Et je suis en compagnie, comme d'habitude, de deux de nos invités. Et cette semaine, il s'agit pour vous de Ismaël Lagoun Drabo et de Bassalia Ouattara. Bonsoir Lagoun. Bonsoir Alphonse, bonsoir Bassalia, bonsoir à nos internautes qui nous suivent. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là ce soir. Ok, merci Lagoun et bonsoir également à Bassalia Ouattara qui est avec nous. Bonsoir Alphonse, bonsoir à tous les internautes. Toujours un plaisir de partager le plateau de Faso TV pour parler du sport. En tout cas, le plaisir est partagé et j'espère que vous aussi, vous prenez du plaisir à nous suivre sur toutes nos plateformes. Merci à vous également. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets au sommaire de cette émission. Nous allons parler de cyclisme, nous allons parler de football, nous allons parler aussi d'athlétisme. Et on débute sans plus tarder avec le cyclisme. Et on va parler du manque de ferveur autour du cyclisme burkinabé. Et bien sûr, nous avons vu le championnat national de cyclisme qui s'est déroulé, qui a été remporté par Paul Daumont. Nous avons vu également d'autres prix comme le Grand Prix Savane, couru également le dimanche dernier sur le boulevard Charles de Gaulle. Et la question que l'on se pose, c'est quelles sont les raisons qui font que les jeunes ne s'intéressent pas trop à ce sport. Et on va en parler dans ce magazine de sport avec Bassalia et Lagoun Drabo. On va débuter avec l'avis de Bassalia Ouattara sur cette question. Quelles peuvent être les raisons qui font que les jeunes ne s'intéressent pas trop à ce sport? Malheureusement, au Burkina Faso, ici, de tous les sports qui existent, c'est uniquement le football qui jouit d'une très bonne audience auprès des médias, auprès de la population de façon générale. Donc, ce qui fait que tous les autres sports, le cyclisme, le volleyball, le handball, le basketball, ne sont pas assez médiatisés. Donc, ce qui fait que c'est difficile, extrêmement difficile d'occuper un temps soit peu le quotidien de pas mal des citoyens. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont passionnées par le cyclisme, parce que c'est l'un des sports aussi les plus populaires au Burkina Faso, en témoigne la Coupe du Faso, mais l'engouement est moins... comme le Tour du Faso. Voilà, le Tour du Faso, je vais dire, au lieu de Coupe du Faso. L'engouement est moins par rapport au football, donc ce qui fait que c'est un peu difficile et ça passe facilement aux oubliés. Moi, je crois que déjà, ce qui fait qu'il y a moins d'engouement autour du cyclisme burkinabé, excepté le Tour du Faso, déjà, on peut parler de la programmation, le calendrier. Vous verrez que généralement, le cyclisme n'a pas un calendrier aussi régulier comme ça, comme le football. C'est juste en fin de saison. Généralement, vous verrez que c'est récemment en juillet que la fédération burkinabé de cyclisme a fait son championnat. Et puis, c'est en un seul laps de temps. C'est pas comme le football. C'est pas un championnat qui s'étend sur toute une année. C'est juste un mois ou deux. Tout à fait. C'est pas un championnat qui s'étend sur toute l'année. C'est juste sur un mois ou 2 mois. Non, c'est juste... en une journée, on prend peut-être 3 mois ou 2 mois pour organiser et en une journée, vous venez courir et c'est fini. Et donc, du coup, il n'y a pas de compétitivité régulière, ce qui fait que c'est difficile pour les gens d'accorder un certain crédit à ce sport. Et puis, le deuxième volet aussi, vous savez, quand il n'y a pas d'activité, c'est difficile de communiquer. Donc, du coup, le tout combiné au manque de communication, ça fait que c'est extrêmement difficile qu'il y a un engouement autour du cyclisme burkinabé, excepté le Tour du Faso, parce que ça c'est autre chose. L'année passée, le Tour n'a pas eu lieu pour des raisons que nous connaissons tous déjà. Et cette année, si tout va bien, le Tour est fort probable que le Tour ait lieu. Vous verrez qu'il y a un tel engouement, vous verrez qu'il y aura pas mal d'engouement autour du cyclisme, du Tour du Faso, parce que ça se pratique dans pas mal de villes, ainsi de suite. Comme ça, c'est intéressant. Si, par exemple, la Fédération burkinabé de cyclisme avait un programme qui ressemblait un peu au Tour du Faso, je crois que le Tour du Faso, c'est vrai que c'est en quelques semaines. C'est pas comme le championnat de football, mais le fait que c'est en quelques semaines et il y a plusieurs étapes, voilà, ça fait que ça marque les esprits et il y a un certain engouement qui se dégage autour de la compétition. Donc je crois que c'est ce qui manque à la fédération burkinabé
au championnat national de cyclisme. Voilà. Ok, pas de souci. Merci Bassalia et Lagoun. Et quel est votre avis sur ce sujet? Quelles peuvent être pour vous les raisons qui font que, bon, c'est pas les jeunes ne s'intéressent pas tellement à ce sport, bien sûr, au niveau même du public, qu'au niveau des coureurs aussi, parce que, bon, c'est pratiquement les mêmes hein, qui font les différents tours, les différents championnats. Bon, pour abonder un peu dans le sens que Bassalia vient de dire, c'est pas que le cyclisme. Aujourd'hui, quand on regarde dans toute la palette de sports qu'on pratique au Burkina, à part véritablement le football, les autres sports n'existent pratiquement pas auprès du public. Voilà. Pourtant, le cyclisme, pour moi, ça devait être le contraire. Parce que quand on regarde la culture burkinabé, on est un peu s'habituer au vélo, et tout. Donc, normalement, dans le quotidien des gens, lorsque on professionnalise cette chose qu'on a l'habitude de faire, ça devrait susciter beaucoup plus d'engouement. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'aspect communicationnel. Okay. Parce que quand on regarde aujourd'hui, au niveau, comme il a dit, au niveau du Tour du Faso, le Tour du Faso, c'est un event, c'est un événement en fait. Clairement. Il y a l'engouement c'est le même, que ce soit le championnat national de cyclisme ou le Tour du Faso, c'est du vélo qu'on fait. Clairement. En fait, c'est du vélo qu'on fait. Et pour moi, le défaut, ce qui fait la différence entre les deux, c'est qu'il y a un qui est vraiment un événement. Et puis il y a l'autre qui, à la limite, est banalisé. Comme il a dit, il n'y a pas un calendrier régulier qu'on peut suivre. On ne peut pas dire de telle date à... Donc, pour moi, l'aspect communicationnel joue beaucoup. Aujourd'hui, on peut reprocher aux médias de peut-être ne pas diffuser vraiment ça. Mais les médias jouent sur l'audience. Si les médias savent que les gens regardent, ils s'approprient la chose pour se faire de l'argent. Mais si les médias savent que les gens ne regardent pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux de diffuser. Donc pour moi, c'est la façon dont en fait c'est présenté. Donc je pense que intrinsèquement, les Burkinabés aiment le cyclisme. Si ce n'était pas le cas, ils allaient ni regarder le championnat de cyclisme, ni le Tour du Faso, parce que c'est du vélo en fait. C'est vrai qu'il là, il y a d'autres, il y a de l'international et tout, mais je pense que c'est parce que l'aspect communicationnel n'est pas très bien pris en compte dans le championnat de cyclisme. Pour moi, c'est pas la seule raison, bien sûr, mais je pense que c'est l'aspect principal qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça passe inaperçu, en fait. Ouais. Nous, c'était le fait que nous, on est en train de débattre sur le plateau. Comme des personnes savent vraiment qu'à part le Tour du Faso, il y a un championnat qui existe. Parce que quand on parle du cyclisme, on pense directement au Tour du Faso. Alors que, hormis ça, il y a un championnat qui existe. Donc, pour moi, l'aspect communication, tant qu'il ne sera pas réglé, on ne va pas avancer. On va toujours rester dans ça, je pense. Ok, pas de souci. Maintenant, bien sûr, on parle de l'audience, du public et tout, mais il y a aussi au niveau des coureurs, voilà, et on remarque hein, que généralement, c'est les mêmes qui sont là, c'est les mêmes qui remportent et tout. Bon, je ne sais pas si on peut se permettre de dire que les jeunes ne s'intéressent pas trop. Et est-ce que le fait, par exemple, que beaucoup de jeunes ne s'y intéressent pas trop, ça peut être dû, est-ce que ça ne peut pas être dû aussi aux conditions financières, par exemple les prix des différentes compétitions déjà existantes? Est-ce que les conditions financières aussi ne peuvent pas constituer et ne peuvent pas être un frein pour que les jeunes adhèrent à ce sport-là? Lagoun, on continue avec vous. Vous savez, au Burkina, le côté pécunier, le côté financier, c'est pas que dans le cyclisme. Ouais. Même aujourd'hui, quand on regarde au niveau de la Fédération burkinabé de football, quand on a vu entre guillemets le scandale avec nos États, nos dames qui ont joué, quand on voit peut-être, on a une idée un peu du salaire des joueurs au niveau du championnat. Ouais. Même dans d'autres secteurs d'activité, hormis le sport, l'argent n'est pas fameux ici. Mais je pense que s'il y avait vraiment, comme j'ai dit, de la communication, s'il y avait de l'engouement autour de ce sport-là, je pense que les gens l'auraient pratiqué. Et comme le championnat de cyclisme, c'est pas vraiment... je pense qu'à part 2, 3, 4 personnes, 5 personnes ou 10 personnes dans le milieu, on ne peut pas vraiment vivre de ça. On ne peut pas vivre de ça. Peut-être les Paul Gaumont, peut-être dans un certain niveau, mais les autres, ils ne peuvent pas vivre de ça. Ouais. Donc, pour moi, c'est vrai, il y a l'aspect économique qui est là, qui est très important. Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas véritablement d'engouement autour, il n'y a pas de passion. Les gens, ils vont jouer au football. C'est pas qu'ils gagnent des milliards, ils ne gagnent pas des millions, mais ils sont là. Parce qu'il y a la passion et tout est fait pour que le sport est adoubé par le public, le football. Ouais. Donc les gens regardent, il y a une passion autour. Donc les jeunes s'y adonnent, même si pour le moment, peut-être que dans la suite de la carrière, ça peut décoller. Mais là où ils sont, c'est pas vraiment ça. Mais ils y vont tous les jours. Mais le cyclisme,
Voilà, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas véritablement de passion autour de ça. C'est ce qui fait que les jeunes ne s'y adonnent pas. Ok. Voilà. Ok, pas de souci. Sans compter qu'il y a l'aspect financier aussi. Bien sûr. Voilà. Ok, pas de souci. Et selon vous, qu'est-ce qui peut être fait, par exemple, pour intéresser plus de gens? Bassalia Ouattara, très rapide. Je pense que c'est investir dans le matériel et essayer de disponibiliser, ouvrir des petits centres. C'est vrai qu'il y a des équipes. Je ne veux pas dire centre, mais il y a des équipes de cyclisme. Il y a l'ASBCL, il y a d'autres équipes. L'ASBCL, c'est eux qui ont remporté cette année. Avec Paul Domon, c'est eux qui ont remporté cette année. C'est eux qui raflent d'ailleurs presque tous les prix ces dernières années. Bon, en 2022, c'était l'ASBCL avec Mikaïla. Voilà, Mikaïla. Mais cette année, c'est Paul Domon qui revient et puis un retour fameux. Moi, je crois que c'est essayer d'investir parce qu'on ne peut pas se développer sans investissement. Quand je parle d'investissement, c'est aussi chercher le matériel qui va avec et ouvrir des petits centres qui vont permettre à ceux qui désirent pratiquer ce sport de mieux se préparer et aussi revoir la manière de faire le championnat. Vous savez, en une journée, le championnat se fait en une journée, en un laps de temps. Et c'est difficile d'avoir assez de sponsors. Et quand on n'a pas assez de sponsors, c'est difficile de mobiliser des fonds. Donc, pour mobiliser des fonds, pourquoi pas faire le championnat sur peut-être, disons, en 10 étapes ou peut-être 20 étapes, en 20 étapes. Et maintenant, on cherche des sponsors, des partenaires qui vont sponsoriser chaque étape. Et maintenant, lors de la dernière étape, en fait, ça ressemblerait un peu autour du Faso. Au fait. Maintenant, lors de la dernière étape, voilà, c'est ça. Lors de la dernière étape, maintenant, le rendez-vous habituel, c'est vers l'avenue de l'Indépendance. Voilà où ils se rencontrent là-bas. La dernière étape se court là-bas et on fait la petite cérémonie. Vous verrez, quand c'est sur 10 étapes, vous verrez qu'il y aura pas mal de personnes qui vont s'intéresser, pas mal de partenaires, je veux dire, et ça pourra débloquer des fonds. Au lieu de peut-être 1 million, on pourra aller à 2, 3, 4 millions pour le vainqueur. Le deuxième aura aussi avoir des millions, le troisième pourquoi pas un petit million, et ainsi de suite. Comme ça, ça va permettre de dynamiser ce sport-là, à mon avis. Ok, ouais, justement, parce que quand c'est sur la durée, même le public, ça draine plus de monde parce que le championnat qui se court en une journée, tu sors sur le boulevard Charles de Gaulle, tu n'es même pas au courant. Voilà. Tu vois des coureurs qui sont là, il y a Paul Domon que tu as envie de voir, mais le tour est déjà fini. Rendez-vous l'année prochaine. Alors que si c'est, comme vous le dites, peut-être sur 10 étapes, 6-10 étapes, voilà, aujourd'hui tu es sorti, tu as été surpris de voir qu'il y a un tour, demain il y a une autre étape. Là, tu te prépares en conséquence. Peut-être tu vas même informer d'autres personnes et vous allez venir. Et au fur et à mesure, d'ici la fin du championnat, ça va traîner quand même beaucoup de monde. Oui, exactement. Okay. Donc, je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez peut-être des propositions à donner pour intéresser plus de gens au sport ou vous préconisez ce que Bassalia a proposé? C'est l'investissement. Okay. C'est l'investissement. Vous savez, le sport, comme dans d'autres domaines, il y a le fond, mais il y a surtout la forme aussi. Okay. La forme attire. Quand on voit que ce n'est pas bien maquillé, bon, on se dit ça n'en vaut pas la peine. Pourtant, si les moyens matériels sont mis en place pour que ça puisse être attrayant, je pense que ça va nous attirer. Et puis, comme je dis, surtout l'aspect communicationnel. Je prends l'exemple de ce que vous avez dit. Parfois, moi, je sors les dimanches. Peut-être j'ai une course à faire. Puis je vois le boulevard Charles de Gaulle, il est rempli. Je comprends rien. Je vois qu'en fait, c'est dire que combien de personnes sont informées en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se regroupent là-bas les dimanches, puis voient que la voie est barrée. C'est-à-dire que la communication en fait n'est pas assez. Voilà, il n'y a pas assez de communication là-dessus pour moi. Voilà, donc pour moi, il faut faire la communication, mais aussi investir là-dedans pour que les gens puissent s'y intéresser. Ok, pas de souci. Voilà, c'est tout pour le cyclisme. On va parler maintenant du championnat de motocross de Sava. Voilà, c'est un championnat qui se court chaque année du côté de la commune rurale de Sava, près de Ouagadougou. Voilà, c'est un sport, hein, certains jugent très dangereux. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas le pratiquer? Est-ce que c'est parce qu'un sport est dangereux qu'il ne faut pas le pratiquer? Parce que bon, c'est quand même pas le sport, tout sport a quand même une petite dose de dangerosité. Hein. Même le football, il y a des gens qui malheureusement, hein, excusez-moi pour le terme, meurent souvent sur le terrain, on l'a vu. Est-ce que c'est parce qu'un sport est dangereux qu'il ne faut pas le pratiquer? Bon, on va commencer cette fois-ci avec Bassalia. Je pense que tous les sports sont dangereux. Tous les sports sont dangereux parce que
Et le fait qu'on part au contact, par exemple, quand on parle de football, le fait qu'on part au contact face à un coéquipier, c'est un peu dangereux. Quand on joue au rugby, le fait qu'à chaque fois il y a des coups, on se donne des coups, c'est très dangereux. Quand on pratique la Formule 1, le fait qu'à chaque fois, le pilote est un peu... Et dans son j'ai lu son petit je ne veux pas dire car ou bon permettez l'expression, voilà, dans ce petit, on les appelle des pilotes même s'ils ne roulent pas en avion, voilà. On les appelle des pilotes, voilà. Donc il est dans son petit car, permettez-moi l'expression, et il roule souvent même à des vitesses extraordinaires, plus de 300 km/h. C'est pareil pour ceux qui font le MotoGP, vous voyez comment ils courent. Des virages, dans les virages, justement avec des virages pas possibles. Je crois que le championnat de motocross c'est un autre level, parce que là c'est comme si on faisait des courses à haies où tu roules et un peu tu sautes des obstacles ainsi de suite. Il y a des acrobaties par-ci par-là, donc c'est ce qui rend encore plus compliqué et complexe ce sport. Mais comme en termes de niveau de dangerosité de chaque sport, il y a des moyens qui sont préconisés pour se protéger de toute éventuelle blessure. Raison pour laquelle vous constaterez que les vainqueurs, les pratiquants et des motos, je ne sais pas comment, j'ai oublié l'expression. Bon, ils ont un nom. Par exemple, football, on dit footballeur, tu vois. Ils ont un nom. Okay. Donc, je vais l'appeler. Les pratiquants, généralement, avant de rentrer de monter sur leur moto, ils se protègent très bien. Vous verrez qu'ils sont un peu lourds. Ils se protègent très bien avec des casques et ils portent des protèges, je ne sais pas comment on appelle, protège-bras ou c'est comment au niveau du genou. Ils se protègent. C'est pareil pour le joueur de football qui se protège avec des protèges tibia avant de monter sur le terrain. Donc du coup, ce qui permet de minimiser les risques. Okay. C'est pareil par exemple pour les pilotes de la Formule 1. Il y a eu des fois où on a eu droit à des accidents d'une extrême générosité où la voiture a été calcinée, mais le pilote est resté indemne, il ne s'est pas blessé. Je crois que c'est pareil pour ce sport. Et maintenant, c'est d'appeler les pratiquants à plus de prudence, parce que parfois, c'est une compétition et une compétition, il faut la gagner. Lorsqu'on veut gagner, on met tous les moyens, on essaie de se donner corps et âme. Et maintenant, en se donnant, c'est de faire très, très attention pour ne pas faire, pour ne pas faire un mauvais geste qui peut nous blesser et nous contraindre à arrêter notre carrière. Donc, c'est appeler plus les pratiquants à plus de vigilance. Mais moi, je ne crois pas qu'il faut arrêter ce sport parce qu'il est dangereux. Parce que tous les sports ont leur niveau de dangerosité. Voilà. Si Tesla, la Formule 1 aurait été bannie des sports depuis longtemps. Exactement. Ok, on va aller avec vous, Lagoun, maintenant. Est-ce que c'est parce qu'un sport est dangereux qu'il faut l'arrêter? Moi, j'allais poser la même question. Est-ce que vous connaissez un sport qui n'est pas dangereux? Tous les sports, peut-être les niveaux de dangerosité ne sont pas les mêmes d'un sport à un autre. Quand on regarde aujourd'hui, l'un des sports qui draine le plus d'argent, la MMA. Tout à fait. Avec Francis Ngannou et tout ça. C'est extrêmement dangereux. Tout à fait. C'est dangereux, mais les gens le pratiquent. Je pense que ce qu'il faut faire, au lieu d'arrêter le sport, c'est de veiller à plus le professionnaliser. Okay. De mettre les moyens, comme il a dit, les moyens logistiques pour que ceux qui pratiquent ce sport-là puissent être le plus protégés possible avec les casques et tout ce qui va avec, et mettre les moyens pour que en cas d'incident, on ne souhaite pas, mais qu'il y ait des personnes qui puissent être là pour les prendre rapidement en charge. Le motocross, moi je connais très bien. Je pense que s'il n'y a pas ce niveau de dangerosité là, il n'y a pas un intérêt à aller le regarder, quand je dis la vérité. Tout à fait. On sait tous rouler des motos. Tout à fait. C'est juste prendre une moto et puis démarrer et puis courir. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de ce sport. Quand tu regardes les collines qui sont les petites collines qu'on met, et quand tu vois le coureur, il vient, il monte là-dessus. Saute. C'est pour ça qu'on va regarder. S'il n'y a pas ça, si on doit enlever ça, moi je ne vais pas aller regarder personnellement. Donc c'est un sport qui est dangereux, effectivement. Je pense qu'on doit veiller à plus le professionnaliser. Comme il a dit avec la Formule 1, il y a beaucoup d'incidents dangereux. Quand on regarde même avec la MotoGP, parfois au virage, on a l'impression même que en fait, la jambe des gars touche le sol, mais c'est dangereux. Mais c'est ce qui fait, c'est l'adrénaline.
Tout à fait. Un sport, c'est l'adrénaline, c'est l'émotion que ça suscite. C'est le waouh, c'est pour ça qu'on aime ce sport-là. Donc, si on retire du motocross ce niveau de dangerosité-là, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à le regarder. Mais ce qu'il faut faire, c'est de veiller à professionnaliser le plus possible ce sport-là pour que ça puisse, voilà, non seulement susciter de l'intérêt, mais aussi que ça puisse être assez bien encadré pour que les coureurs, bon, je ne connais pas leur nom, les coureurs puissent être bien protégés. En fait, d'où le nom même du sport. Tu vois, il y a moto et il y a cross. Motocross. Donc, le nom même du sport reflète les actions que nous voyons. Beaucoup de différentes courses. C'est ça, en fait, motocross. Quand ils arrivent au niveau des collines, c'est tellement beau à voir. C'est beau. Il n'y a pas de souci. Alors donc, on va continuer. On va parler maintenant de football et on va revenir avec le Burkina Faso qui perd une place dans le classement FIFA au niveau africain, passant de la 9e à la 10e place et 5 places au classement mondial, de la 50e à la 55e place. Il est ainsi reversé dans le chapeau 2 du tirage des éliminatoires pour le mondial 2026 qui se tiendra ce 12 juillet. Donc susceptible de croiser une des équipes du chapeau 1. Et on va rappeler le chapeau 1 qui est composé du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 2, bien évidemment, le Burkina Faso, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Congo et la Guinée, la Zambie, le Gabon et la Guinée équatoriale. Et on va rappeler que la CAF a adopté un nouveau format de qualification puisque l'Afrique passe de 5 places à 9 places disponibles et peut-être même 10 en cas de qualification dans les barrages intercontinentaux. Et le nouveau format de qualification, c'est 54 équipes qui seront reparties en 9 groupes de 6 qui s'affronteront en match aller-retour. Les premiers de chaque poule se qualifieront directement pour le mondial. Les 4 meilleurs deuxièmes s'opposeront dans une mini-ligue de 4 dont le champion disputera les barrages intercontinentaux avec en ligne de mire une 10e place pour l'Afrique. Voilà le décor qui est planté. Et la question que je m'en vais maintenant vous poser, c'est on a vu le Burkina Faso qui a perdu son tout dernier match avant la sortie de ce classement, 3-1 contre le Cap-Vert. Avant ça, il y a eu le match nul contre le Togo. Est-ce que le Burkina Faso paie les frais de cette défaite contre le Cap-Vert et bien sûr de ce match nul contre le Togo qui a certainement coûté des points aux étalons? On commence avec vous, Lagoun. D'accord. Au niveau du classement FIFA, je pense qu'il y a non seulement nos défaites qui rentrent en ligne de compte, mais il y a aussi, c'est que il n'y a pas que nous, ça bouge de l'autre côté. Yeah. Voilà, on a perdu 5 points. Voilà, si c'était que nous on a perdu et que les autres aussi avaient perdu, il n'y aurait pas eu de problème. Mais par rapport à ceux avec qui on était directement concurrents, quand ils font de bons résultats et que nous on fait des résultats moyens, donc automatiquement c'est en fonction des victoires aussi que le classement FIFA se fait. Maintenant, par rapport à la défaite contre le Cap-Vert, la dernière défaite. Je ne sais pas exactement si cette défaite-là en fait partie, parce que je pense que cette défaite était beaucoup trop proche du moment où le classement est sorti. Okay. Mais je pense que à part cette défaite-là, j'en suis pas sûr, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense que le résultat du Togo, lui, en fait partie. Parce que quand on fait un mauvais résultat et que les autres font un bon résultat, automatiquement ça bascule en notre défaveur. Donc c'est ce que je pense. Ok, pas de souci. Bassali Ouattara, est-ce que le Burkina Faso paie les frais de sa défaite contre le Cap-Vert? Oui, tout à fait, puisque c'est en fonction des matchs disputés qu'on fait le classement. Vous allez constater que pendant pas mal de temps, on était juste sur le classement du mois de mai et celui de juin tardait à sortir. Excusez, le classement, il fallait les matchs pour pouvoir faire sortir comment je vais appeler, les différents chapeaux, au fait. Il fallait ce match-là pour pouvoir faire sortir les différents chapeaux. Et maintenant, c'est après cela maintenant que vous avez constaté que le Burkina a perdu 5 places. Et en plus de ça aussi, malheureusement, ils sortent du chapeau. Et ce n'est pas uniquement la défaite face au Cap-Vert. Il y a aussi le match nul qu'on a fait 1-1 face au Togo. Ça n'a pas beaucoup aidé. Donc du coup,
Ça fait que malheureusement, les étalons sont dans le chapeau 2, mais je crois que c'est vrai qu'on arrive, on va parler, mais bon. Je laisse comme ça, j'attends d'abord. Non, vas-y. Puisque je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, puisque je sais peu. Ok, peut-être la question que je vais peut-être continuer de vous poser, c'est de savoir si encore il y a un réel impact d'être dans le chapeau 2. Est-ce que les équipes du chapeau 1 sont vraiment à craindre? Tout à fait, 50-50. Oui et non. Oui, parce que si le Burkina Faso avait gagné et ils étaient sur une très bonne série, ils allaient dans le chapeau 1. Et lorsque tu es dans le chapeau 1, il y a plus de chances, 60-75% de chances de se qualifier parce que tu seras face à des équipes moins loties, même si les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations nous ont montré qu'il n'y a pas de petites équipes. Mais je crois que le Burkina Faso allait avoir des équipes de sa taille, avec lesquelles il pourra mieux les titiller, mieux s'en sortir. Non, parce que, je parle du non parce que et quand on est une équipe et quand on veut remporter des trophées et quand on veut aller à la Coupe du Monde, quand on veut remporter une Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire, il faut être prêt à affronter toute équipe et toutes les différentes équipes qui se fraient sur ton chemin. Donc je crois que, abondant dans ce sens-là, le fait que le Burkina Faso soit dans le chapeau 2, ça n'a pas d'impact. On veut être une grande nation ou on se dit nous sommes une grande nation, on est conscient et on réclame à chaque fois que l'équipe nationale du Burkina Faso a le niveau de celle de la Côte d'Ivoire. La preuve, lorsque le classement sort et le Burkina Faso est derrière la Côte d'Ivoire, on se plaint. Donc je crois que si on estime que nos étalons ont atteint un niveau des équipes telles que le Sénégal, telles que le Maroc, on doit être prêt psychologiquement et tactiquement pour les affronter. Parce que c'est ça aussi la marque des grandes équipes. On ne fuit pas les obstacles, on les affronte. Et c'est ce qui s'est passé avec le Maroc, qui s'est ici en demi-finale de la Coupe du Monde, là où personne ne les attendait. Ok. Voilà, Lagoun Drabou, est-ce qu'il y a un réel impact d'être classé dans le chapeau 2 et est-ce qu'il y a une raison d'avoir peur d'affronter ces équipes dans le chapeau 1 dites plus fortes que les équipes des autres chapeaux quand on veut aller très loin dans une compétition comme la Coupe d'Afrique où on est susceptible de les croiser, même si on est dans le chapeau 1, on peut encore les croiser au cas où on atteint les demi-finales ou la finale. Moi, je pense, lors d'une émission, on avait dit ici que la défaite contre le Cap-Vert n'a pas de véritable incidence. Mais je pense que lui, il a confirmé le contraire. Et je pense qu'on s'est mis dans le pétrin tout seul. On aurait pu, c'est vrai, vous savez, même quand on est le Real Madrid, on n'a pas peur de Barça. Mais quand on peut éviter le Barça, on évite le Barça. Ouais, clairement. Quand on est Manchester United, on n'a pas peur de City, mais quand on peut éviter City, on évite City. C'est pas une question de... Voilà, c'est une question de logique. On se dit, eux, ils sont beaucoup plus abordables par rapport à ceux-ci. Le Burkina s'est mis dans le pétrin tout seul. Un match contre le Cap-Vert qui était quand même assez négociable pour nous. Et on a perdu ce match-là. Et là, on est dans un chapeau. De toute façon, on n'a pas le choix. On va les affronter, qu'on le veuille ou pas. Donc, bon, je pense qu'on s'est mis dans le pétrin tout seul. Donc, il faut assumer. Voilà, on ne va pas se dégonfler parce que c'est le Maroc. C'est vrai, je pense que le Burkina a atteint un certain niveau. Mais quand même, par rapport à certaines équipes classées dans le chapeau 1, je pense qu'ils ont quand même une certaine marge de manœuvre sur nous. Après, c'est le football. Ce qui fait le football, c'est justement les surprises. Et je pense que s'il y avait de logique, je pense qu'on ne regarderait pas le football. Pour moi, c'est pas fini. Et on a encore des chances de se qualifier. Mais encore une fois, avec l'analyse qu'il a donnée, je pense qu'on s'est mis dans le pétrin tout seul. On aurait pu éviter croiser des équipes beaucoup moins en forme que celle-ci. Mais bon, on n'a pas le choix. On est là-dedans. C'est nous-mêmes qui l'avons créé. Donc, il faut affronter. Je pense qu'on a les capacités de le faire. On a l'effectif nécessaire. On a la mentalité qu'il faut. Voilà, il faut juste redonner une bonne dynamique à l'équipe nationale. Oublier très vite cette défaite contre le Cap-Vert et puis revenir sur une bonne dynamique. Quand je regarde, comme j'ai dit, il y a des équipes qui sont un peu, quand même assez capées par rapport à nous. Mais il n'y a pas d'équipe imbattable. Il n'y a pas une équipe qui sort complètement du lot. On dit le Burkina ne peut pas battre cette équipe-là. Quand je regarde en Afrique, ils sont peut-être un peu supérieurs à nous. Mais il n'y a pas cette équipe-là qu'on ne peut pas battre. Donc,
la balle est dans notre camp, c'est à nous de jouer. Ok, pas de souci. La balle est dans notre camp. On va donc la jouer. Alors, on va maintenant parler d'un international burkinabé. Il s'agit du latéral droit burkinabé Issa Kaboré. Et en fin de prêt à Marseille depuis le 30 juin, Kaboré est de retour à Manchester City. Le club marseillais n'a pas levé l'option d'achat du latéral et burkinabé jugé trop élevé. Elle est de 20 millions d'euros, pas 200, 20 millions d'euros. On n'est pas en Arabie Saoudite. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà, sur la base des performances du latéral burkinabé tout au long de la saison. Est-ce que le choix du club français de ne pas lever cette option d'achat est justifié selon vous? Et Bassale Ouattara. Oui, c'est justifié parce que Issa Kaboré, c'est vrai, cette année, il n'a pas pu véritablement s'imposer de côté de Marseille. La concurrence était de taille avec Jonathan Klaus. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas pu exploser. À chaque fois qu'il était titulaire, il devait profiter de l'absence de Jonathan. Il n'a pas su être régulier. Et vous savez, le football aussi, il ne suffit pas d'être bon aujourd'hui et ne pas être bon demain. Il faut savoir être régulier en termes de perf. Et puis, c'est ce qui permet aussi à certaines équipes de renouveler ton contrat et voilà, de te retenir. C'est une équipe telle comme Marseille, c'est vrai, il y a le titre en ligne de mire, mais l'objectif aussi c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc du coup, on ne peut pas se permettre certaines erreurs. Et voilà la raison pour laquelle son option d'achat n'a pas été levée. Mais c'est pas comme il a été nul, il n'a pas été nul, voilà, il n'a pas été nul. Il a su être répondu présent par moment où on lui faisait appel, mais il n'a pas su être régulier le long de la saison. Mais malgré cela, Marseille voulait lever son option d'achat, mais Manchester City l'a fixé à 20 millions d'euros. Ce que Marseille juge trop élevé. Donc du coup, c'est ce qui rend encore plus compliqué la tâche. Mais jusqu'à présent, il peut toujours revenir. Mais maintenant, les chances sont minces parce que c'est un autre entraîneur qui est là actuellement. Est-ce qu'il fera partie des plans de ce nouveau arrivant? Ça serait un peu compliqué. Voilà, c'est juste ça qu'il faut voir. Et je crois que il doit normalement, à mon avis, peut-être essayer un autre prêt, mais cette fois-ci dans un club anglais. Ok, pas de souci, on allait y revenir. Ok, bon, ça marche. Okay. Alors, on vous revient tout à l'heure. On va prendre d'abord l'avis de Lagoun. Et est-ce que le choix du club français est justifié selon vous quand on se base un peu sur les performances du latéral burkinabé cette saison? Après, je pense que le club français, il a fait son choix. Mais est-ce que c'est justifié? Franchement, j'ai été un peu étonné du fait qu'il ait laissé partir parce que c'est vrai, comme Bassel l'a dit, il n'a pas été régulier. Je ne pense pas que quand Marseille prenait Issa Kaboré, je pense que c'était surtout pour titiller Jonathan Klaus. Et il est resté dans cette perspective-là. Chaque fois que Jonathan Klaus n'était pas là, il est rentré, il n'a pas explosé, mais il n'a pas été complètement médiocre aussi. Pour moi, ils auraient pu le garder, mais je pense que c'est l'option d'achat quand même qui est assez élevé pour un joueur qui n'a pas pu s'imposer dans un club. Quand on demande 20 millions, c'est quand même assez. En plus du fait qu'il y a un nouvel entraîneur qui vient, si l'entraîneur avait demandé de façon spécifique à ce que le joueur reste, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort pour que le joueur puisse rester. Mais si l'entraîneur n'a pas manifesté de désir particulier de voir le joueur rester, ben, ils ne peuvent que le laisser partir. Maintenant, au niveau de Manchester, bien. Il est à Manchester City actuellement. Oui, il est à Manchester City. Ouais. Ok, bon, on va continuer en même temps. Que devrait-il faire selon vous? Se faire prêter à un autre club pour la saison à venir ou bien insister pour partir définitivement et tenter sa chance dans un autre club ou championnat? Manchester City, c'est bien. C'est très bien. Mais quand même, il faut calculer aussi. Quand on regarde devant, il y a quand même... Est-ce qu'il va entrer dans les plans de jeu de Guardiola? Est-ce qu'avec la concurrence, il y aura de la place? Il y a quand même Walker qui est là. Il doit partir cette année, je crois. Walker doit partir. Oui, d'accord. Il doit partir. Quand on regarde les systèmes de Guardiola, quand on regarde en finale, il a joué même sans Walker. Walker ne joue plus. Il y avait Akanji. Le système de jeu de Guardiola, il est assez bizarre. Et je pense pour un joueur qui encore est en train de se chercher, mais je pense que ce serait bien qu'il aille dans un club beaucoup moins huppé pour moi, où il aura un temps de jeu nécessaire pour encore montrer sa valeur. Parce que quand vous allez dans un club où il y a quelqu'un qui est le premier, que vous êtes le second, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il fasse
une mauvaise performance, il faut attendre qu'il soit blessé. Alors que quand vous arrivez dans un club, même si le club n'a pas vraiment le statut de Manchester City, mais que vous êtes le premier et qu'on vous donne du temps de jeu, parce que la confiance, ça naît avec le temps de jeu. Quand on vous donne du temps de jeu, que vous arrivez à exploser, je pense que c'est la meilleure des choses à faire pour lui. Pour moi, donc, il ne doit pas rester à City. Okay. Il doit aller en prêt. Ça le disait dans un club anglais. Moi, je préfère qu'il quitte. Moi, j'aurais préféré peut-être qu'il revienne en France. J'aurais préféré qu'il revienne en France ou qu'il cherche un autre challenge, peut-être en Allemagne ou en Espagne. Mais s'il doit rester en Angleterre, même si ce n'est pas ce que je préfère, que ce soit dans un club beaucoup moins huppé, où il aura du temps de jeu, vraiment du temps de jeu. Bournemouth, Nottingham. Bournemouth. Bon, ouais, c'est vrai. Bah, je peux. Moi, je pense que l'année passée, quand il venait à Marseille, personnellement, bon, je n'ai pas trop aimé le choix parce qu'il y avait pas mal d'intérêts, Crystal Palace, Nottingham Forest, Southampton, qui le voulaient. Il s'est sûr, s'il partait dans ces clubs, il allait avoir ses temps de jeu. Et moi, je pense que c'était ce qu'il fallait faire. C'est vrai qu'il sortait fraîchement d'une excellente saison avec Troyes. Vous savez, la Ligue 1, la Ligue 1 et la Première Ligue, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de jeu en termes de tactique, en termes de physique. Donc, du coup, quand tu t'imposes, si tu arrives à t'imposer en Première Ligue, quel qu'en soit le championnat, tu pourras t'en sortir. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, si tu quittes un autre championnat pour t'imposer en Première Ligue, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, du coup, moi, j'aurais préféré, même l'année passée, j'aurais préféré qu'il aille dans un club anglais. Par exemple, s'il était à Nottingham ou West Ham ou Southampton, c'est sûr qu'il allait avoir tant de jeu. Et là-bas, il allait encore grandir en termes d'expérience, une capitale expérience. Vous avez vu avec Dango Ouattara qui quitte Lorient et il part à Bournemouth. La première saison, pas une saison complète, mais vous verrez la deuxième moitié de saison, comment il a su s'imposer. Et c'est ce que moi je pense que Issa Kabore devait faire. Mais il n'est pas encore tard. L'année passée, il est parti à Marseille parce que le club phocéen était qualifié pour la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est ce qui a plus joué dans le choix. Parce que quand on est un joueur, l'objectif, c'est de participer à une coupe européenne, surtout la coupe aux grandes oreilles. Moi, je pense que c'était ça en ligne de mire, raison pour laquelle il allait à Marseille. Mais il aurait dû patienter. Mais c'est pas tard. Mais cette année, je crois qu'il ne doit pas s'entêter pour revenir à Marseille parce que ça ne sert à rien de revenir pour être une double. L'idéal maintenant, c'est d'aller en prêt. Prêt où, moi, personnellement, j'aimerais qu'il aille dans un club de première ligue pour mieux se former et pour mieux titiller les grands. Voilà. Parce que s'il part, par exemple, dans un club tel Bournemouth ou Nottingham Forest, ou j'en passe, forcément, il sera titulaire, il va plus grandir. Maintenant, si c'est pas, ça peut aussi ne pas être la Premier League, il peut aller en Bundesliga ou la Liga, ou voilà, dans un autre championnat, ou la Serie A, voilà, pour être titulaire. Mais personnellement, je ne suis pas pour un retour en Ligue 1. C'est le joueur, le choix l'appartient. Le choix l'appartient. Donc, vous préférez un prêt au lieu de partir définitivement de City? Non, oui, parce qu'il faut encore il doit reconfirmer. Par exemple, si cette année, il avait confirmé sa bonne saison qu'il avait fait la saison dernière avec Troyes, où il aurait dû partir définitivement. Et puis même s'il avait explosé, c'est sûr qu'il allait avoir toujours le temps de jeu à City. Parce que c'est ça aussi les affaires. Le football aujourd'hui, c'est du business et quand tu exploses, on te vend à une cote d'or. Donc du coup, je crois qu'il ne doit pas se presser. Il est encore jeune. Voilà, très jeune. Il peut partir en prêt pour mieux se former. Et quand tu arrives, c'est comme les stages. Quand tu fais plus de stages, tu as l'expérience et maintenant tu peux partir pour être titulaire. Parce que s'il part, il part, tu t'imagines, tu pars comme cela, tu pars dans un autre club où là-bas aussi, les choses ne se passent pas bien, tu es sur le banc, encore tu pars. Toute ta carrière, tu vas passer, tu vas goûter seulement les clubs. Mais tu ne pourras pas être titulaire. Et bon, on ne pourra pas retenir un très grand passage de toi durant le long de ta carrière dans les clubs. Donc, ça serait un peu compliqué, quoi. Ok, pas de souci. Merci à vous. Et on va parler maintenant on va aller en Côte d'Ivoire et chez nos voisins. Et on va parler de Sylvain Gouhou. Le vendredi 23 juin marquait la levée de suspension du portier ivoirien Sylvain Gouhou, suspendu en décembre 2021 de toute activité liée au football par la FIFA. Suite à un contrôle positif lors d'un test antidopage, le gardien des éléphants avait perdu sa place en club comme en sélection. Maintenant qu'il n'est plus sous le coup de la suspension, et vu les récents événements lors des éliminatoires de la CAN et la débâcle de l'équipe ivoirienne
et de son portier Folie face à la Zambie récemment. Est-ce que l'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire? On va continuer avec vous, Bassel, avant de... Oui, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais là maintenant, le problème, bon, pour analyser le contexte, parce que ça fait pas mal de temps qu'il ne jouait pas, et quand on ne joue pas pendant une longue période, surtout une année, c'est difficile d'avoir certains réflexes, donc du coup, ça sera très difficile. C'est vrai, c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, maintenant, il doit travailler assez pour retrouver sa forme d'antan, parce que sous le coup comme ça, si on le titularise, ça sera difficile. Facilement, il va encaisser des buts, pire même que Folie. Je disais à quelque part qu'actuellement, là, vu ce qui se passe là, si les supporters s'amusent, c'est la Folie qui risque de les prendre. Bon, bref, eux-mêmes, ils réclament son retour, mais vous savez, il ne faut pas précipiter les choses. Il peut venir, c'est une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, mais il doit travailler davantage pour retrouver sa forme d'antan. Maintenant, s'il vient et puis il n'a pas sa forme d'antan, forcément, ça ne sera pas une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Okay, pas de souci. Lagoun, à vous maintenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire de voir son portier Sylvain Gbowou de revenir de sa suspension? C'est forcément une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire en tant qu'individu. Voilà. Okay. On a un individu qui était sous suspension, il nous revient. C'est forcément une bonne nouvelle. Okay. Maintenant, après, sur le projet sportif, sur la compétition qui a moins de 6 mois, je ne pense pas que le retour de Gbowou puisse faire quelque chose. Il a été suspendu pendant 1 an dans une Coupe d'Afrique qui est organisée à domicile avec fort enjeu pour l'équipe ivoirienne. Je ne pense pas qu'ils vont titulariser un mec qui n'a pas joué depuis 1 an. Le football, c'est les réflexes. Le football, c'est l'habitude avec les coéquipiers et tout ça. Et je me demande combien de rassemblements ils auront encore avant la CAN. Non, okay. C'est compliqué pour Gbowou. Après, on est content pour lui. Et Gbowou, je pense que franchement, ça tire vers la fin. Si ce n'est pas déjà la fin, il faut passer à autre chose. Folie, c'est vrai qu'il n'a pas été... il a été décevant sur la prestation. Badr Ali, ce n'est pas le plus rassurant des gardiens, mais je pense qu'à eux deux, ça vaut mieux de reprendre Gbowou, très franchement. Ensuite, on va appeler un Folie quand même. C'était pas lui seulement qui a, on va dire, entre griffes merdi au cours de ce match. Non, c'était toute l'équipe quand même. Folie, je pense que il y a eu beaucoup d'exagération aussi. Parce que moi, j'ai suivi. En fait, si j'avais pas suivi le match, j'ai vu des vidéos circuler par exemple sur les réseaux sociaux où le joueur a tiré et puis il s'est retourné. C'est vrai, c'est pas un réflexe de gardien, mais faut signaler que l'arbitre avait sifflé. En fait, le ballon n'était plus dans. C'était un hors-jeu. C'était un hors-jeu en fait. Okay. Donc il s'est retourné. C'est vrai, c'est pas un réflexe de gardien. Mais les gens ont fait comme si c'était en plein match. Non, mais en fait, excusez-moi, en fait, tu vois, ce qui a fait plus broncher les gens, c'est que l'arbitre n'avait pas encore sifflé. Même si non, l'arbitre avait déjà sifflé, je pense. Moi, je pense. L'action continuait, parce que vu que l'action continuait, moi, je me dis, comme il n'y a pas l'assistance vidéo, tu sais, voilà, parfois, il faut être. Je pense que l'arbitre avait déjà sifflé, en fait. C'est ce que je me dis. D'accord, mais je vais revenir sur Folie. Bon, honnêtement, il faut être honnête et judicieux, mais Folie n'est pas un mauvais gardien. Vous savez, quand vous êtes appelé pour la première fois et quand vous êtes titulaire pour la première fois, je crois que c'était sa première titularisation, si je ne me trompe pas. Avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, il a toujours cette pression et cette envie de bien faire qui fait qu'on engage tout. Et Folie, c'est le meilleur gardien de la Coupe de la Confédération africaine de football, je crois, cette année. C'est le meilleur gardien et il a aidé la SEC Mimosa durant leur parcours. N'oublions pas qu'ils ont été éliminés en demi-finale et contre l'USM Alger qui a battu Young Africans en finale, Young Africans de Stéphane Aziski. C'est un bon gardien. C'était son premier match et c'est la pression, le stress qui a fait que malheureusement il n'a pas pu répondre présent aux attentes des supporters ivoiriens. Mais n'oublions pas aussi que quand on voit le but, c'est le défenseur. Le gardien est là, il ne s'attend pas à ce que le ballon il revienne du coup. C'est vrai que d'où la nécessité. Parfois, on demande la concentration au gardien. C'est surtout ça. Parce que s'il était concentré, il aurait pu éviter le CSC de Serge Aurier, si je ne me trompe pas. Il aurait pu, mais malheureusement, vu qu'il était en manque de concentration aussi, il ne s'attendait pas à ce que le ballon vienne. Et vu que aussi l'action était un peu rapide, c'était un peu compliqué pour lui. Et l'autre but aussi de Patson Dakar, où la mauvaise passe... C'est encore Serge Aurier. Je crois que c'est Bailly, non? La mauvaise passe d'Éric Bailly, c'est entre les lignes et c'est trop rapide.
il a fait aussi un mauvais dégagement, je crois. Donc, du coup, là-bas, on peut lui reprocher quelque chose. Mais c'est normal, c'est un jeune gardien et quand on veut progresser, il faut faire des erreurs. Il n'y a pas ce gardien aujourd'hui quand on adulte, quand vous prenez Manuel Neuer, Ter Stegen, même Kevin Trapp qui est passé, Keylor Navas, même nous, notre Hervé Kofi, ils ont fait des erreurs. Donc, du coup, Baba Youra a fait des erreurs et quand il est revenu, on a vu, il a remporté le championnat avec le RCK. Il a été décisif pas mal de fois. Je pense que c'est un jeune gardien folie. C'est normal qu'il ait fait ses erreurs et ces erreurs vont lui faire grandir, vont lui permettre d'apprendre. Et moi, je demande aussi l'indulgence des supporters ivoiriens à son endroit. C'est un jeune gardien, voilà. N'oublions pas le contexte. C'était sa première titularisation, si je ne me trompe pas. Et ces erreurs-là vont lui faire du bien. Et vous verrez que les prochaines titularisations de folie, vous verrez qu'il va être extraordinaire. Et les Ivoiriens même vont oublier, dans des grands matchs, des grandes rencontres, il va permettre à la Côte d'Ivoire d'empocher des points précieux et même ils vont oublier tout ça. Moi, je pense que toutes ces erreurs voilà, vont lui permettre de grandir en expérience. Donc, il ne faut pas le blâmer. Ok, pas de souci. Donc, Sylvain Gourou, il tire vers la fin. Il faut clairement le laisser de côté et faire avec les jeunes qui sont là. Ok, pas de souci. On va continuer. Maintenant, on va vous donner les dernières informations sur la CAN U23, le Maroc champion d'Afrique des moins de 23 ans. Débuté le 24 juin dernier, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans a pris fin ce samedi 8 juillet et a connu le sacre du Maroc. Le pays organisateur s'est imposé 2-1 face à l'Égypte. Voilà, quand ce n'est pas le Sénégal, c'est le Maroc. Très rapidement, est-ce que l'on peut affirmer sans hésiter que ce sont les deux meilleures équipes, toutes catégories confondues du continent actuellement, Maroc-Sénégal? Oui, le Maroc et le Sénégal sont les deux meilleures équipes actuellement du continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le football, c'est un investissement. Et dans le football, pour avoir des résultats, il faut investir. Ils ont su investir. Et aujourd'hui, c'est normal qu'ils dominent le football africain, le football mondial. Bon, le football africain sur le plan mondial. Ok. Okay, pas de souci, Lagoune. Et est-ce qu'on peut affirmer que ce sont les deux meilleures équipes du continent actuellement? Je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. C'est clair et net, c'est évident. Il y a des preuves palpables qui sont là. Et comme il a dit, on a cessé de le répéter sur ce plateau. Le Sénégal, on sait, j'ai dit, ils ont misé dans la constance. Ils ont misé dans le bas depuis les centres de formation. Et ça produit les résultats jusqu'au plus haut sommet. C'est pareil pour le Maroc. Ils ont une très bonne structure de football. Une bonne structuration, en fait, de leur football qui va des centres de formation jusque là dans les équipes de jeunes. Et je pense que ce n'est que le résultat du travail qui est fait par la fédération aussi. Voilà. Parce que c'est souvent on tente d'oublier quand les joueurs, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand le travail est bien fait par la fédération et que tous les moyens sont mis pour que les jeunes puissent éclore, les résultats donnent forcément. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait par le Sénégal et le Maroc. Et nos pays ont intérêt à s'inspirer de cela. Ok, pas de souci. Sont donc qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 le Maroc, l'Égypte et le Mali, venus à bout de la Guinée dans le match pour la 3e place qui s'est joué ce vendredi même. Voilà, on continue avec les informations, les dernières infos sur le tournoi UFOA-B U20 garçons. Ce sont des matchs amicaux et Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli du 7 au 21 juillet 2023 la 2e édition de la Coupe UFOA-B U20 garçons. Le tournoi qui a déjà débuté réunit 6 pays. Et après le retrait du Nigeria, bien sûr, le Burkina Faso aide la partie et est même allé s'imposer vendredi 1-0 face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. La prochaine sortie des étalons, c'est pour ce lundi 10 juillet contre le Ghana. Et le Burkina Faso, on le rappelle, avait terminé 3e lors de la première édition qui s'est jouée en 2022 du côté du Niger. Et les étalons dames, un autre sujet, une autre information, les étalons dames livrent en ce moment même un match amical contre le Bénin. Et ce dimanche 9 juillet face au Bénin, voilà, un match entrant dans le cadre de leur préparation pour affronter le Mali lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le match aller est prévu pour le 12 juillet à Cotonou et le retour le 18 juillet prochain du côté de Bamako. Voilà une autre information et on va terminer avec ceci. En athlétisme, de l'or pour Marthe Kouala avec un saut de 6,62 m. L'athlète burkinabé a remporté le vendredi 7 juillet dernier la médaille d'or au meeting de bronze, c'est en France. Et après Marthe Kouala, c'était au tour du Fabrice Zango de décrocher la première place au concours de triple saut à Sotteville-les-Rouens. Excusez-moi de la prononciation, avec un saut de 17,61 m.
voilà, nous allons revenir dans les prochains numéros du magazine des sports sur ces performances des deux athlètes burkinabés qui semblent dominer à eux deux l'athlétisme burkinabé ces 2, 3, 5 dernières années. Voilà, c'est tout pour ce magazine des sports. C'était un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Peut-être un mot de fin, très rapidement, Lagoun. Un mot de fin, je l'ai déjà dit, on commence à se languir de l'absence des championnats. Vraiment que ça reprenne. C'est les pré-saisons actuellement qui se préparent. Oui, les pré-saisons, on a hâte que ça reprenne. Sinon, c'est un plaisir d'être là, comme toujours. Ok, pas de souci. Bassali a un mot de fin. Bon, mot de fin, peut-être donner une petite information concernant le mercato. Il y a le défenseur burkinabé de Nord-Jylland, Adamou Nagalo, qui est dans le viseur du Stade Reims. Et le club a entamé des discussions avec ce dernier. Les jours à venir seront décisifs. On va voir s'il va continuer toujours avec le Nord-Jylland ou bien il va aller en Ligue 1 française. Et l'autre information concernant le mercato, c'est que Abdoul Fessal Tlapsoba a quitté, bon, pas définitivement, il a quitté le Standard Liège, il a été prêté en Ligue 2 française à Amiens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Hassan Bandé. Voilà, il retrouve Hassan Bandé. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Ok, en tout cas, merci à vous. C'est un plaisir également pour moi. Et j'espère que c'est le même plaisir pour nos internautes. Merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine des sports. Jusque-là, portez-vous bien. Salut.